Salut tout le monde, bienvenue dans Watch Up. Watch Up avec Benjamin Vincent. Bonjour Benjamin. Salut Bertrand. Ça va bien? Ouais, ça va très très bien. C'est un plaisir de te retrouver et de démarrer cette année et de démarrer Watch TV avec toi. Pour cette émission, alors tu vas nous expliquer le principe. On va parler d'un sujet que tu connais bien Un petit peu en tout cas. et tu vas nous faire partager à la fois ta connaissance, tes contacts dans ce monde des startups et de la nouvelle économie, c'est ça? On va parler de tout ce qui bouge un petit peu, d'où le nom en fait de cette émission, Watch Up, parce qu'on adore tous les deux les jeux de mots un peu ringards. Donc Watch Up, ça nous a plu. On a cherché, hein. Et puis Up, évidemment, parce qu'il y a Startup aussi, et qu'on va beaucoup avoir des startups qui seront présentes. Et puis tous ceux qui gravitent autour, dans le bon sens du terme, hein, que ce soit les observateurs, que ce soit les financiers, il y a beaucoup d'argent nécessaire pour faire fonctionner tout ça. Donc on va raconter en fait tout ça au fur et à mesure des émissions régulièrement sur Watch Up. C'est la première, hein, c'est quand même un truc un peu C'est pas particulier. rien. C'est pas rien. pas rien. Alors, on va pas vous faire le détail technique, mais on a essayé de mettre en place plusieurs liaisons simultanées. Avec des invités qui ont la gentillesse d'être avec nous dans les écrans que vous voyez autour de la table. Alors, c'est quoi le programme de cette première édition de Watch Up, Alors il y aura Bertrand? deux startups, puis il y aura un correspondant depuis San Francisco, parce qu'on prendra des nouvelles de ce qui se passe là-bas, parce que quand même c'est un petit peu les États-Unis qui donnent le là de façon générale de ce qui se passe, c'est toujours la Silicon Valley qui donne le là. Alors quand je dis San Francisco, c'est Palo Alto précisément, encore mieux que San Francisco. Palo Encore Alto, mieux. c'est le must absolu dans la Silicon Valley. Et puis on aura un tour d'horizon avec Julien Jacob de ce qui se passe en matière de médias et de médias avec orientation web. Parce que ça ressemble un peu aux grandes manœuvres en ce moment. Il y a des choses qui se passent. Est-ce que c'est annonciateur de quelque chose de très très nouveau qui va se passer, de beaucoup d'argent qui va glisser sur les médias dans le web notamment, et qui va impacter l'ensemble de l'économie des médias français? C'est ce qu'on dira avec lui. Moi je propose qu'on fasse un petit tour d'horizon avec l'ensemble de ceux qui sont là en Skype avec nous, ne serait-ce que pour teaser un tout petit peu leurs interventions futures dans cette émission. Bah, avec plaisir. Alors, dis-nous comment- qui sont les premiers invités de cette Le jeune première homme qui a un édition. micro, là, que vous voyez à ta droite s'appelle Ouais. Rodolphe. Rodolphe d'Arves-Bornoz. Salut Rodolphe. Salut, bonsoir. Et Rodolphe, Merci, en fait, est merci de votre le invitation. cofondateur et le président de SportDub. SportDub, en une phrase. En une phrase, SportUp, c'est des commentaires sportifs alternatifs. En clair, Et lorsque plus vous regardez la près- télévision, notamment un match de foot, mais ça peut marcher avec tous les styles de match, de temps en temps, vous êtes un petit peu lassé des commentaires qu'on a, qui sont un petit peu compassés. On voit bien qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas terribles, et les commentaires ne sont pas toujours en relation avec la réalité de ce qui se passe, par exemple en dehors du terrain. Avec SportUp, n'importe qui peut s'improviser, via sa webcam, commentateur de ce match-là. Et là, ça donne une C'est liberté génial. de ton, vous allez voir des exemples, c'est quelque chose. Rodolphe, c'est dans un instant. La jeune fille qui sourit à gauche avec un joli rouge à lèvres s'appelle Sarah Eisenman. Salut Sarah. Salut Bertrand. Salut, Sarah. C'est un personnage que je connais J'ai droit depuis aussi, longtemps moi aussi, hein. Je peux lui faire un Bien bisou, joué. ça? Tu peux lui faire un bisou. Hein, on peut le toucher le bout du nez. Tiens. Vas-y, fais-moi un bisou. Faut en profiter, t'as raison. Sarah est la créatrice de My Photo Agency, qui est une agence de photos collaborative et qui est la première du genre en fait sur le web. C'est ça, Sarah? Exactement, Bertrand. On a vraiment l'ambition de digitaliser le métier d'agent de photographe et de proposer un accompagnement en ligne aux photographes qui voudraient développer leur carrière. Des photographes qui sont professionnels ou amateurs éclairés, en tout cas ceux qui ont du talent. Exactement. Le critère de sélection chez nous, c'est le talent. Après, c'est très relatif de savoir qui est professionnel ou qui est amateur, mais j'imagine qu'on en reparlera. Ça vient juste de démarrer, il y a quelques semaines. Exactement. On a lancé la bêta il y a 2 mois et on est super content. On a déjà plus de 300 photographes et on leur propose des expos, des appels d'offres d'annonceurs. Ils peuvent vendre leurs photos en ligne. C'est vraiment une offre transverse qu'on propose aux photographes de la communauté de My Photo Agency. Bon, ce qui est bien, c'est que je peux te regarder ici, je peux te regarder un peu partout. Là. On est Oui, entourés. Et moi, faut pas que je aussi bouge. Julien Jacob de ce côté-là ou ailleurs exactement. d'ailleurs, si je veux. Salut Julien. Salut Bertrand. Julien Jacob, qui est fondateur de Média 2, alors grand spécialiste et grand expert des médias, et notamment des pure players, ce qu'on appelle les pure players également, qui sont ces médias qui sont uniquement, médias ou sites d'ailleurs, uniquement sur le web et qui n'ont pas de version dans l'économie traditionnelle. Julien a été le directeur général de CBS Interactive, ça s'appelait CNET également. Il a été le On est tous directeur allés. général adjoint du groupe 01. On parle de groupes majeurs du paysage, là, que ce soit en France, dans le monde, hein, pour le coup. Et puis PDG de Newsring également, et donc quelqu'un qui fait
du relationnel entre les startups et les grands groupes médias. C'est un peu ça, Julien, aussi, une partie du métier. Bah, il se trouve que j'ai passé la moitié de ma vie chez les industriels et l'autre moitié à créer des startups. Donc aujourd'hui, effectivement, je fais le lien entre les deux. Donc soit pour des levées de fonds, soit pour des rapprochements industriels, soit pour développer mes propres projets. On aura l'occasion de discuter de tout ça. On va peut-être commencer par une petite vidéo, histoire de vous mettre dans l'ambiance avec SportHub. Tu as déjà vu ce que ça donnait, SportHub, Benjamin ? Tu m'en as parlé. Alors, j'ai vu quelques images. Moi qui suis pas un grand fan de foot, enfin je l'ai été, mais je le suis plus. T'es plutôt taillé rugby, toi, en fait. Ouais, hand, plutôt un historique de handballeur, moi. Mais cette idée de faire commenter par d'autres, en fait, hein, les matchs, c'est hyper séduisant. Bah, regardez ça, en fait, cette première vidéo, c'est PSG-OM. PSG-OM, toujours un grand moment. Alors là, quand les commentaires marrants, ça donne ceci. Ça donne ça. Oh là, qu'est-ce qu'il fait, Ospina? Oh, penalty! Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que nous fait Ospina? Décidément, il est dans son match, lui. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est Non passé? mais n'importe quoi! Qu'est-ce que fait Ospina sur ce ballon? Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est Il a passé? fait un contrôle, il a raté. Ospina nous fait un match grandiose. quand même, Lavezzi a pris le ballon et l'a taclé. J'ai pas vu un contrôle comme ça depuis l'Arsami Traoré au PSG. Il lui met en rouge en plus. Ah oui! Oh là 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 la double là là sanction, là là, la double sanction. la peine capitale, j'ai envie de dire. Ah oui! Ah, le petit chaperon rouge. Alors là, c'est magique. Le petit chaperon rouge a frappé. Ah, il a envie de se cacher là, il met son maillot dans sa bouche, il a envie de le mettre sur sa tête pour se cacher parce que là. Allez, erreur. Oh, le gland. Ah, c'est l'image. Ah, Blondel à côté, t'es un peintre. Voilà, je pense que Ah ouais. ça, c'est parfait. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, moi. Ça plane pour moi. Ouh, ça plane pour On a moi. PSG-OM avec SportHub et Rodolphe Darbornos, qui est donc le créateur de SportHub. Vous êtes deux, en fait, hein, Rodolphe, à avoir créé ce principe-là. À quel moment vous est venue l'idée ? Bah, tout simplement, ça nous est venu dans notre canapé. Je vais pas vous mentir, on a regardé beaucoup de matchs. Un truc de sportif, quoi, en fait, une vraie réaction de sportif. On crée un truc sportif dans le canapé. On a dit qu'on était des grands fans de sport à la télé. Et en tout cas, c'est là qu'est notre expertise. Effectivement, à force de regarder des matchs à la télé, on s'est rendu compte que déjà, en fait, nos commentaires entre nous avaient parfois plus de valeur, plus de sens que ceux des commentateurs à la télé. Et puis après, en réfléchissant un petit peu, on s'est dit, mais en fait, sur un match comme France-Espagne, il y a un mois et demi, on est 10 millions de spectateurs, de téléspectateurs en France. Évidemment, un seul duo de commentateurs ne peut pas adresser 10 millions de personnes. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de donner du choix aux spectateurs pour que le spectateur puisse personnaliser son expérience. Et donc, on va inviter des commentateurs qui vont être soit des fans d'une des deux équipes représentées, soit des experts tactiques, des pros du pronostic, parfois même des gens qui connaissent rien du tout au sport, mais qui sont des gens marrants, et donc on va leur permettre de s'exprimer pendant le match. Et les spectateurs vont donc pouvoir faire leur choix entre ces différents types de commentaires. On Et puis va réagir inviter, ça veut dire directement. on fait venir dans le studio de SportHub ou on peut faire ça depuis chez soi avec sa webcam ? Alors aujourd'hui, vous avez eu raison de le noter, on parle d'invités, puisque on a des studios dans lesquels on reçoit nos commentateurs, ceux qu'on a sélectionnés et qui répondent aux critères que je viens de mentionner. Mais l'ambition à long terme, c'est de permettre à n'importe qui, depuis son canapé, depuis chez lui, avec simplement une webcam, de pouvoir commenter. Parce que l'idée, quand même, c'est d'avoir des gens qui sont un peu renouvelants, qui renouvellent le genre. C'est-à-dire que vous trouvez, vous, qu'il y a un syndrome Christian Jean-Pierre, pour parler très concrètement, dans ce pays quand on parle de Je football. n'ai cité personne. C'est-à-dire que C'est pas. c'est J'espère pas que c'est Jean-Pierre. gentil parce qu'il est adorable, Il est Christian adorable, Jean-Pierre. c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a, quand on voit sur Twitter les matchs de foot, il y a énormément d'activités sur Twitter. C'est à chaque fois, c'est un déferlement contre le pauvre Christian Jean-Pierre qu'on prend plein la figure. Et donc, C'est vrai. vous avez envie que ça soit un Ouais. petit peu plus délirant, en fait. C'est ça l'idée. Ouais, à la fois délirant ou même parfois plus pointu. Techniquement, on a des commentateurs qui viennent, qui sont des experts tactiques et qui vraiment vous font vivre le match en vous décryptant en direct ce qui est en jeu et comment les entraîneurs ont mis en place leur schéma tactique avant le match. Ça, c'est un point vraiment intéressant. Il y a des commentateurs qui vous aident à parier. Moi, je suis pas un grand parieur, je connaissais pas vraiment l'univers du pari sportif. Et on a des commentateurs qui vont pouvoir nous donner des conseils, un peu nous initier. Après, on parie ou pas, mais au moins on a un regard de spécialiste sur ces différents créneaux de commentaires. Au départ, c'est parce que vous en aviez marre d'entendre toujours les mêmes commenter les matchs.
Ou est-ce que honnêtement, c'était aussi l'aspect fun et l'aspect... vous vous êtes dit qu'il y avait sans doute autant de manières de commenter un match de foot que de gens derrière un micro potentiellement? Ouais, c'est un peu ça. On dit souvent qu'il y a 60 millions de sélectionneurs en France pour parler Mhm. des Français qui ont l'habitude de faire leur choix tactique à la place des entraîneurs de l'équipe de France. On s'est un peu dit la même chose pour les commentateurs. Et effectivement, on veut donner. Alors, évidemment, l'angle humoristique est un angle auquel on tient beaucoup chez nous parce que ça nous plaît. C'est comme ça qu'on se différencie le plus évidemment de ce qu'il y a à la télé. Mais ceci dit, même si on joue sur la rupture avec les chaînes de télé, à leur crédit, encore une fois, ils ne peuvent pas adresser tout le monde. Et ils essaient de faire une production qui satisfasse le plus de monde. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, avec les moyens techniques qui existent, c'est absurde d'en rester là. Et SportHub apporte une réponse de ce point de vue-là. En fait, on voit dans les images qu'on a vues tout à l'heure des personnages avec le vrai micro-casque qui fait vraiment l'entrée commentaire de foot. C'est vous qui fournissez ça. Ça, c'est les images qui ont été faites chez vous, j'imagine. Mais monsieur tout le monde peut arriver avec un décor fabriqué maison. Oui, effectivement. Alors, effectivement, dans nos studios, on équipe nos commentateurs avec des casques professionnels, une caméra HD. On a une table de mixage que j'utilise en partie ce soir pour cette. Ouais, ça se voit. Hein. C'était pour nous en mettre plein les yeux, là, c'est Ouais, ça? on a l'impression d'être dans un duplex à la fin du match. Alors, Carrément. c'était comment ce match? C'est du quoi en coulisses? Bah, c'est pour vous montrer aussi notre savoir-faire. C'est un peu, ça fait partie de notre métier d'organiser ce genre de retransmission en direct. Et donc effectivement, on commence à avoir un peu de savoir-faire. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, il y aura des gens connus, des humoristes par exemple, qui vont venir faire comme ça une session, un match? Parce que là, ça pourrait être... On imagine un Jamel Debbouze avec un Gad Elmaleh qui s'amuse pendant 1h30 à commenter un match. Ça peut vraiment faire de l'audience, ça. Hein. Oui, évidemment, c'est un de nos axes de développement. Notre ambition, c'est d'avoir de plus en plus d'utilisateurs, de spectateurs sur la plateforme. Et on sait quel est le pouvoir d'attraction de ce genre de personnalité. Et puis, ça va bien dans notre ligne aussi. Hein. On vous dit, enfin, je vous ai dit tout à l'heure que le côté décalé, humoristique du commentaire nous plaisait beaucoup. Évidemment, avoir un Jamel Debbouze, comme vous dites, ou un Gad Elmaleh, c'est des personnes qu'on aimerait entendre. C'est quoi l'histoire derrière tout ça pour l'argent? Parce qu'il va falloir gagner un petit peu de sous de temps en temps avec ça. Est-ce que vous allez mettre des sponsors? Et qu'est-ce qui va se passer concrètement? C'est une très bonne question, évidemment. C'est d'abord une entreprise, SportHub, même si c'est un vrai plaisir de travailler sur ce projet au quotidien. Vous voyez derrière moi qui est écrit SportHub. Moi, je suis dans la configuration d'un commentateur. Nous, ce qu'on permet, en fait, on permet à des marques de participer à l'expérience des spectateurs et pas seulement d'être visible pendant 20 secondes à la mi-temps d'un match quand de toute façon les spectateurs sont dans leur cuisine en train de prendre une bière ou une part de pizza, mais de pouvoir participer, de pouvoir être visible des spectateurs pendant l'intégralité du match. On permet donc éventuellement à des marques comme Heineken, comme Pizza Hut, comme Bwin ou BetClick de s'adresser directement à ils sont tous passés là. Il les a tous mis. Sérieusement, qu'est-ce qui marche le mieux finalement? Ce sont les matchs commentés avec humour et talent par des anonymes, ou est-ce que ce sont les grands noms, les stars qui font venir le plus d'audience? Alors aujourd'hui, les grands noms sont des grands noms relatifs, je vais pas vous mentir. En fait, on fonctionne par communauté. On a commencé par développer la communauté autour du commentaire décalé. Donc fans de sport et décalé. Donc c'est des experts de telle ou telle équipe qui viennent commenter. On a Some Velvet Football qui vient commenter sur Paris et qui est vraiment extrêmement drôle. Guy Truitt sur Marseille, un expert. Lucifer sur Manchester Lucifer, ouais. Ça vous donne le ton tout de suite. Hein. Tout un programme, non mais c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on les appelle les Red Devils d'ailleurs. Hein. C'est le rouge. C'est bien. Je crois que c'est l'idée. Il est un peu branché foot, Bertrand, mine de rien. Ouais, je vois ça. Au quart de tour. Tiens, on va regarder un petit morceau de ce qui s'est passé autour de Bayern-Arsenal. Pas mal ça aussi. Bayern-Arsenal, avec les commentaires qui étaient faits en décalé évidemment sur SportHub. Regardez ça. Regardez. Alba au Barça, là-bas au Bayern, coïncidence? C'est vrai ça. Un coup des francs-maçons. Ça, monsieur, c'est une vraie bonne analyse. Attends. Alors, Rosicky, je suis moi partisan pour déposer une demande auprès de l'UNESCO pour classer ces extérieurs du pied droit patrimoine de l'humanité. Je viens de voir Mertesacker intercepter un ballon. Très belle triple roulade inversée de Müller à laquelle je donne 9 sur 10. Kostadinov. T'étais pas né, arrête de...
T'étais même pas né. Non, j'avais moins un an. Gervais Ier, roi de Côte d'Ivoire. Voilà. Attention. Gervier Kouassi. Attention. Alors, on Dribble peut pas à vous faire 360 degrés. Voilà. L'adversaire ne peut absolument pas savoir où il va, sachant que lui ne sait même Même pas où il va en fait. C'est ça la fin. C'est Tu peux, impossible. attends, C'est voilà. Tu peux totalement même pas impossible. lire dans son esprit. Honnêtement, on n'est pas bien là. Sport donc avec Bayern Arsenal, ça c'était il y a quelques semaines. Et donc ça continue comme ça, vous avez 3 matchs par semaine, enfin en tout cas c'est l'objectif. Est-ce que ça va se tenir uniquement sur le football, Rodolphe, ou est-ce que finalement ça peut passer à tous les autres sports assez rapidement? Ouais, bien sûr, notre nom c'est Sport Dub, c'est pas Foot Dub. On commence avec le foot parce que c'est en France le sport qui a le plus de visibilité, qui est le plus médiatique et sur lequel les communautés sont déjà les plus structurées. Et donc, comme je disais tout à Ah. De son, j'ai l'impression. Ah ouais, j'ai l'impression qu'on est dans les prolongations là. Donc, et là, le son est parti, On va parti profiter pour demander au vestiaire. l'avis de Sarah et de Julien sur ce qu'ils entendent. Sarah, peut-être un petit mot. Sarah, qui Alors nous déjà, explique dans l'image. j'espère que vous apprécierez le fait que je porte un micro-casque Oui, c'est ce très bien. soir en dédicace à Sport Dub. Après, moi, je trouve que c'est juste génial. Je pense à mes amis fans de foot, à mon mec, à mes cousins qui rêveraient juste de vivre cette expérience commentateur d'un match de foot. C'est juste dingue. Et je me demandais si l'ambition de Sport Dub, c'était un peu comme nous chez My Photo Agency, où l'idée, c'est de découvrir le JR de demain, le David Lachapelle de demain. Est-ce que c'est ça aussi pour eux le pari de pouvoir propulser un anonyme, quelqu'un qui se serait prêté au jeu du commentaire sur TF1 et qui devienne le Jean-Michel Larquet de demain? C'est ce que ça m'a évoqué tout de suite. Ça va peut-être arriver plus vite qu'on ne le croit. Hein. Ça, effectivement, c'est l'objectif ultime. Ça veut dire que ce serait le critère ultime de succès, en fait, pour nous. C'est de montrer qu'un autre commentaire est possible et qu'en plus, même les médias traditionnels se l'approprient. Ce serait un beau succès. Julien, je suis sûr que le côté second écran vous parle. Parce que là, évidemment, on est dans une dimension où on peut avoir à la fois la télévision allumée, évidemment, pour l'image, on va avoir un petit fil Twitter qui traîne, parce que c'est toujours marrant d'avoir un fil Twitter sur les matchs, et puis un troisième écran, avec les commentaires et la vidéo en plus des commentaires. Ça vous parle, ça? Oui, puis surtout, et puis aussi l'aspect social media, qui sont des choses sur lesquelles les communautés et tout ça, sur lesquelles j'ai pas mal travaillé. Et non, moi je trouve ça aussi très intéressant. Et ce que je trouve bien, c'est toujours quand on démarre par un besoin personnel. On comprend, à l'écouter, on comprend évidemment que c'est quelque chose qu'il a vécu lui-même et qu'il connaît parfaitement. Et je pense que c'est un très bon démarrage. La deuxième chose, c'est que on est en plein dans la verticalisation de tous ces réseaux. Donc c'est vrai que quand on voit la puissance de Twitter au cours d'un match ou même d'une émission de télé, on se dit qu'on va pas pouvoir en rester là, et que quand on voit Facebook qui est en train de devenir une énorme caisse de résonance et où il y a plein de réseaux sociaux qui sont en train de se verticaliser, je pense que c'est une excellente idée à lancer maintenant, que c'était probablement trop tôt il y a 2 ans, mais que l'usage du second écran est là et qu'il va y avoir besoin de choses qui sont faites par et pour des fans de sport, qui comprennent 10 fois mieux que Twitter les besoins de cette population-là. Et alors, sur le dernier point, surtout, n'essayez pas de trouver le Jean-Michel Larquet. Ça, c'est hier. Vous avez une puissance avec... c'est les 10 000 petits Jean-Michel Larquet qui sont intéressants. Si c'est pour revenir à Jean-Michel Larquet... Bon, oui, ça n'a pas trop d'intérêt de réinventer Jean-Michel Larquet, finalement. C'est autre chose maintenant. Voilà. Ouais, mais sauf que Jean-Michel Larquet, c'est 10 000 petits bonhommes aujourd'hui. Donc c'est très intéressant. Juste, Sarah, Julien, vous êtes fan de foot ou pas, l'un et l'autre? Pas du tout. Sarah est fan de son mec qui est fan de foot. En fait, ça fait la transitivité, mais... Tu m'as devancé, alors tu es allé un peu loin, mais de fait, oui. Et c'est vrai que quand j'entendais Rodolphe parler, ça faisait clairement écho à une réalité. Je les ai vus tous devant la Ligue des Champions samedi comme des malades, à commenter n'importe quelle passe, n'importe quel but, et je me dis clairement ça répond à un vrai besoin et c'est sûr que ça peut cartonner. Après, est-ce que c'est le Jean-Michel Larquet de demain? J'en sais rien, mais en termes de promesses utilisateurs, je trouve ça cool de pouvoir donner la chance à un anonyme, à un amateur,
de pouvoir accéder finalement à ce stade et à ce niveau, parce que c'est vrai que c'est sympa de commenter chez SportDub, c'est super sympa et c'est rigolo de le faire une fois, mais l'idée de se dire que ça peut être aussi un tremplin et un propulseur vers des médias plus traditionnels, parce que le sport en ligne, oui, c'est le pari sportif, c'est plein d'autres choses, mais j'ai quand même l'impression que le foot, ça reste quelque chose de très traditionnel. Le foot, ça se vit entre potes, sur son canapé, devant la télé. Alors avec des écrans connectés certainement. C'est une femme qui vous dit ça. Bah oui, mais je trouve ça super sympa. Et qui nous pique des parts de pizza en plus. Bon, Sarah, on a vu qu'elle avait un petit peu de répondant lorsqu'il s'agit de s'exprimer, c'est ce qu'elle va pouvoir faire dans une seconde. Merci beaucoup Rodolphe d'être passé nous voir dans cette première de Watch Up. Merci à vous. Bonne chance pour SportDub et on va suivre ça avec intérêt parce que ça serait bien qu'on le fasse un jour, Benjamin. On compte sur vous pour la les matchs. faire un truc comme ça, moi je me verrais bien avec le casque. Et pour avoir fait un peu de radio, en fait, l'exercice le plus difficile qui existe au monde, c'est de commenter un match. C'est vraiment extrêmement difficile de commenter un match quand on n'a pas l'habitude de faire ça. Ça dure une heure et demie. C'est totalement casse-gueule, donc ça pourrait être marrant. Merci Allez, beaucoup, Rodolphe. on se dit ça. Hein. Merci, au revoir. On prend rendez-vous un jour Rendez-vous sur SportDub. My Photo Agency, on va en parler dans une seconde. Regardez à quoi ça ressemble. My Photo Agency s'est créée entre autres par Sarah Eisenman, qui est à ma gauche, qui est en face de moi, qui est partout. Elle est omniprésente, omnisciente. On a remarqué. Sarah, on se connaît en fait depuis un petit moment déjà, et tu as commencé à me tutoyer, donc on va continuer comme ça. Moi, je t'avais rencontré lorsque tu étais sur d'autres activités, avant d'avoir la fibre de la créatrice de start-up, et notamment on te doit, à toi, pas qu'à toi, mais en partie, les alertes enlèvement en France. Hein. Ça a été lancé il y a quoi, 2-3 ans, et c'est d'une équipe dont tu faisais partie en fait qui a lancé ça. Oui, exactement Bertrand, et j'apprécie, on le doit surtout à Nicole Gage, qui est toujours la présidente de la Fondation Casque Rouge pour laquelle je travaillais, qui avait créé à l'époque où elle était ministre, l'alerte enlèvement qui permet, durant les 3 premières heures qui suivent l'enlèvement d'un enfant, de signaler à l'échelle nationale le signalement de l'enfant disparu, et c'est super efficace. Il y a une dizaine d'alertes enlèvement qui ont été déclenchées, et à chaque fois, ça a permis de retrouver l'enfant, puisque le message est incontournable, c'est diffusé sur les télés, à la radio, grâce à ce que nous avons fait sur les téléphones mobiles des Français, et donc on est quadrillé pendant 3 heures, on sait qu'un enfant a disparu, et c'est toute la communauté nationale qui finalement peut se mobiliser, et donc ça dissuade surtout les ravisseurs finalement de passer à l'acte, et 100% de réussite pour un dispositif comme celui-ci. C'était la petite touche comme ça pour 1 minute, mais ça valait le coup de rappeler un petit peu cette histoire-là. Et donc on peut dire bravo, hein, parce que c'était une bravo, super initiative. Ça fonctionne de façon merveilleuse, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ça a été mis en place, d'abord les médias ont vraiment suivi cette affaire-là, ce qui n'était pas gagné en France, et à chaque fois que ça a été mis en place, en quelques heures on a retrouvé les gamins. Donc ça c'est vraiment une vraie belle réussite.
Et il y a beaucoup de gens qui trouvent que ce que tu as fait, et avec l'équipe qui était autour de Nicole Gage, c'est vraiment superbe parce que ça n'existait pas en France. On parle également de My Photo Agency, qui est vraiment superbe également, qui est une réalisation d'une passionnée de photo au départ. En fait, tu es passionné de photo et tu t'es dit, il se passe quelque chose qui est assez étonnant. C'est qu'on a cru que la vidéo allait prendre le pouvoir complet sur le web, puis en fait la photo est revenue en force, tu as noté ça. On a tous un compte Instagram, on a tous la possibilité de publier, et on le fait, des dizaines de photos, pour un oui, pour un non, une assiette, un beau paysage, on publie des photos, alors qu'on se disait il y a un an, la photo, franchement sur le web c'est mort, ça sera que il y a plus que ça, non? Ça s'est inversé il y a plus longtemps que ça, on va dire. C'est vraiment revenu en force. C'est les smartphones, hein. C'est les smartphones plus que les vrais appareils photo. Il y a une vraie passion forte pour la photo avec des vrais appareils et une vraie photo dans l'art, dans les règles de l'art. Et c'est à ces gens-là que tu veux t'adresser en fait, tout simplement, ceux qui sont passionnés ou qui sont professionnels, et leur offrir une solution qui soit un tout en un. C'est exactement le constat de départ, Bertrand. Nous, on s'est dit, c'est simple, et on va rien apprendre à personne. On a d'un côté une explosion de la tendance photo, avec d'une part des professionnels qui du coup sont obligés de suivre le mouvement et sont de plus en plus en recherche de photos et de photographes pour soutenir leur message de communication. Et il en va de même pour les particuliers qui non seulement sont prêts à s'intéresser à la photo, sont prêts à faire de la photo et à un niveau professionnel, alors qu'avant, enfin, je vous en souvenez, j'imagine, on cherchait tous à avoir le plus petit appareil photo. Maintenant, si on n'a pas un réflexe avec un objectif de ma boule, bah, ça ne sert plus à rien de faire de la photo. L'opinion est aussi prête à acheter de la photo, ce qui ne se faisait pas avant. On s'autorise aujourd'hui à commander une photo en ligne, à se rendre dans une galerie, à se dire bah oui, peut-être que moi aussi je suis légitime pour faire le bon choix et acheter une photo pour décorer mon appartement ou l'offrir en cadeau original. Et malgré cette tendance photo, a contrario, on fait face à une vraie paupérisation de la profession de photographe. Et c'est vraiment le constat de départ de My Photo Agency. Comment faire pour déverrouiller le système? Comment faire pour que les photographes puissent bénéficier de cette tendance photo? Comment recréer de la valeur autour de la photo? Recréer de la valeur autour des photographes? Et c'est vraiment l'ambition qu'a My Photo Agency, de dire, eh ben, écoutez, il y a une offre, il y a une demande, faisons en sorte d'être un facilitateur pour mettre en relation cette offre et cette demande sur un carrefour dédié à la photo en ligne. Parce qu'il y a plein de choses, en fait, c'est pas simplement un service en ligne, ça a des dimensions qui sont très très liées avec la vie réelle, la real life, hein, comme on dit souvent. C'est qu'il s'agit pour les photographes d'être sélectionnés, c'est là que c'est collaboratif, par l'ensemble de la communauté, d'une sorte de My Major Company sans l'argent, d'une certaine façon, pour la photo. C'est-à-dire qu'on vient, on regarde et on note. Et c'est ça qui est la participation en fait des internautes. Et tout ça va donner lieu à des vraies expositions dans des vrais lieux, à des vrais tirages limités sur des vraies toiles. C'est quelque chose qui apprend une dimension très concrète ensuite. Complètement, parce que dès lors que l'on parle de photo, il faut qu'il y ait une transformation réelle. On peut apprécier la photo en ligne, on peut suivre des photographes en ligne, mais à un moment donné, on a envie de les rencontrer, on a envie presque de toucher finalement le produit. Nous, myphotoagency.com, c'est la porte d'entrée qui permet au plus grand nombre de photographes finalement de pouvoir disposer d'une fiche et de pouvoir accéder à des débouchés qui autrefois finalement étaient tenus par une poignée de photographes qui à chaque fois avaient la main mise sur des offres d'exposition ou des offres d'annonceurs. Donc c'est vraiment la porte d'entrée qui s'inscrit dans une dynamique de démocratisation de la photo et de vulgarisation des offres. Mais la transformation, elle se fait dans la réalité, avec effectivement des expositions que l'on organise plusieurs fois par mois avec des lieux partenaires, pour en citer quelques-uns comme la Bellevilloise, la Rotonde à Stalingrad, le cinéma des cinéastes. Il en va de même pour les appels d'offres d'annonceurs. Les annonceurs, eux aussi, ouvrent la porte grâce à leur ordinateur et ont l'opportunité de poster des briefs en expliquant qu'ils sont à la recherche d'une photo pour leur rapport d'activité, d'un photographe pour un shooting, des portraits corporate, un reportage, la couverture d'un événement, peu importe. Ces offres sont ensuite transmises aux photographes qui y répondent s'ils le souhaitent. L'annonceur fait sa sélection et ensuite, nous, on organise la prestation. C'est vraiment du clé en main
pour toutes les parties prenantes du site, pour les photographes qui finalement, une fois qu'ils se sont inscrits, ont accès à toutes nos offres, et pour les annonceurs pour lesquels on procède à des présélections, à la production et à la post-production. Après, il y a le fait de vendre ses propres photos quand on est photographe, et là, il y a la possibilité de les vendre sur toile avec différents formats. Il faut savoir qu'il y a une législation qui est très serrée en France sur le fait d'avoir des photos en tirage limité. Quand on voit tirage limité, je crois que c'est 30, c'est ça, maximum? Exactement. En fait, pour qu'une photo ait le statut d'œuvre d'art, son tirage doit être limité à 30 exemplaires. Alors, on parle souvent d'édition limitée à 500 exemplaires, 1000 exemplaires, 2000 exemplaires, peu importe, et c'est très bien. Sauf que nous, on s'est dit, à partir du moment où notre ambition, même si l'idée, c'est de permettre aussi à des gens qui n'ont pas encore accédé à ce statut de professionnel de devenir photographe professionnel, on veut quand même respecter un cadre pour recréer de la valeur autour des photographes et recréer de la valeur autour de la photo. À partir de là, on s'est dit, on va respecter les codes du milieu, et les codes du milieu veulent que pour qu'une photo soit considérée comme une œuvre d'art, il faille limiter son tirage à 30 exemplaires. Donc sur My Photo Agency, les particuliers ont l'opportunité d'acheter des photos à des tarifs, je crois, très accessibles, puisque c'est entre 59 et 199 €, de personnaliser leur tirage, vraiment dans une démarche de collectionneur. Choisir son format naturellement, petit, moyen ou grand, vous avez tout sur myphotoagency.com, et le support, on fait du dibond, de l'encadré, du plexi, la photo étant certifiée, limitée à 30 exemplaires. Et je crois que c'est une offre assez inédite, mais qui s'inscrit dans l'histoire qu'on veut raconter avec My Photo Agency. On rend l'offre, le service d'agent de photographe accessible, et en même temps, on reste toujours dans cette recherche d'accessibilité à des tarifs qui sont très acceptables pour tout à chacun, que ce soit des particuliers ou des professionnels. Sarah, quand même, Bertrand, effectivement, expliquait l'engouement assez récent, le retour, en tout cas en grâce de la photo. En parallèle, il y a quand même eu pas mal de fermetures d'agences de presse, d'agences photo, de rachats qui ont mal fini. Est-ce que ça vous a pas dissuadé, ou ça vous a pas fait hésiter, en tout cas, à vous lancer dans cette aventure à un moment? Au contraire. En fait, ça fait partie aussi de nos constats. Évidemment. Toujours positif, Sarah, de toute façon. Toujours, et j'y crois, et encore plus fort 2 mois après le lancement de notre site. Le marché de la photo, comme beaucoup de secteurs d'ordre artistique, a du mal à évoluer, a du mal à bouger. On se dit que finalement, cette tendance photo, elle est passagère, et que, in fine, on reviendra vers les grandes agences installées. Et nous, on ne croit pas à ça. On croit vraiment à un bouleversement du milieu de la photo, comme ce qui s'est passé dans le milieu de la musique. D'où l'idée de digitaliser le métier d'agent de photographe, de renouveler notre offre, et de pouvoir finalement se dire, peut-être que le photographe qui tient la route et qui mérite d'être valorisé dans le cadre d'une boutique en ligne ou de campagne de pub ou de je ne sais quoi, c'est peut-être pas celui qui a pignon sur rue, mais c'est celui qui s'est formé, qui a du talent, et que nous, on va aider finalement à émerger et à accéder à ces nouvelles offres. C'est vraiment le pari de My Photo, en impliquant les internautes comme des mini-agents. Être dans le collaboratif et renouveler l'offre, et ne pas rester que dans de l'entre-soi. Ça nous... de Julien là-dessus, ça doit lui parler un petit peu ce genre de modèle, d'autant que Julien, Sarah et son collègue Dan ont réussi quand même à lever 300 000 € d'entrée de jeu, juste comme on dit sur des slides, avant même que ça existe. Pas mal. Simplement parce que Sarah, vous l'avez remarqué, elle a un petit peu d'entrain lorsqu'on parle de quelque chose et qu'elle arrive à déclencher. Donc il y a des directeurs de vente privée notamment, des créateurs de vente privée, et d'autres qui ont mis de l'argent pour que ça démarre, et ça s'est lancé aussi comme ça. Un mot, Julien, sur cette histoire. Non, mais je suis aussi un peu proche de la photo, alors pour des raisons un peu plus familiales, mais j'ai pas mal de gens qui sont dans ce secteur-là, et notamment via Tendance Floue, qui est un collectif de photographes qui a été créé par mon frère. Et c'est vrai que depuis 20 ans, j'ai pu voir l'évolution du secteur, et la paupérisation, c'est un faible mot. C'est-à-dire qu'en fait, les médias, qui pour tous les photographes faisaient de l'alimentaire dans les médias en faisant des travails personnels. Donc mon frère partait pendant 6 mois en Chine, il l'a fait 4 ou 5 fois. Tout ça a été financé par les médias. Et il se trouve qu'il y a eu la crise des médias qui est arrivée derrière, et donc le média n'était plus un client, et donc il y a toute une catégorie de photographes qui finalement ont perdu
ce qui finançait leur travail personnel et donc un peu plus artistique. Et bon, la relève va pas venir des médias, donc enfin, je ne pense pas. Donc là où je pense que le modèle est hyper intéressant, c'est sur le fait que sur le marché personnel, où en fait acheter des photos, avoir la capacité d'avoir des tirages de qualité, ce qui est hyper important, et qu'il y ait des gens qui achètent en direct, c'est quelque chose qui est effectivement hyper intéressant. Parce que et si au plus ça peut régler le problème de cette profession, c'est vrai que c'est une excellente idée. Sarah, sur quoi est-ce que vous allez, sur quoi vous gagnez peut-être déjà de l'argent d'ailleurs, c'est uniquement sur la partie tirage sur mesure à la commande ou il y a d'autres ressources au programme? On a un modèle économique d'agent, ce qui veut dire que dès lors que 1 euro rentre chez My Photo Agency, on reverse 50% aux photographes et 50% servent à financer nos activités. Après, les revenus peuvent aussi bien venir de la vente de photos, alors la vente de photos lors d'expositions ou en ligne, mais aussi à l'occasion de prestations qu'on réalise pour des annonceurs. Et très honnêtement, pour l'instant, l'essentiel de notre chiffre d'affaires est réalisé avec les marques, avec les professionnels, et ça, on comprend qu'il y a un vrai besoin. C'est-à-dire qu'on a quand même eu l'opportunité de travailler avec des annonceurs de taille comme Givenchy LVMH, L'Oréal, Spotify. On organise en ce moment en ligne un concours pour Bouygues Télécom qui a voulu challenger de nouveaux photographes pour disposer de nouvelles intentions créatives sur la famille connectée qui est au cœur de leur identité de marque. Et on sent que ça plaît. On sent que les annonceurs sont aussi en recherche de nouveaux modèles. Et nous, notre enjeu, c'est quand c'est des prestations très simples, j'ai besoin d'un photographe pour couvrir un événement ou pour réaliser un shooting, de pouvoir fitter avec tout type de budget et tout type de délai. C'est l'avantage d'être un agent en ligne. Moi, je ne représente pas aujourd'hui 10 photographes spécialisés en nature morte. Je représente plus de 300 photographes avec certains qui sont encore étudiants, d'autres qui ont 30 ans d'expérience. Donc, on est capable de s'adapter et c'est bien normal finalement à un moment donné de pouvoir rééquilibrer les choses. Et après, pour les annonceurs qui, eux, ont besoin d'être challengés, de disposer de dispositifs innovants et originaux, on propose de faire le pari de la campagne collaborative. C'est vraiment un nouveau moyen de communication que l'on aimerait imposer. En l'occurrence, celui de faire appel aux internautes et aux communautaires, non pas uniquement pour de l'entertainment, mais parce que c'est utile et parce que c'est concret. Donc, ce qu'on propose aux marques, c'est de lancer le brief en ligne, d'organiser un concours et d'utiliser les photos du photographe qui aura été plébiscité par les internautes pour ses prochaines campagnes de com. Si bien que chez moi, Bouygues Télécom, ce n'est pas mon DIRCOM ou c'est pas mon agence qui réalise ma campagne, mais c'est ma communauté d'internautes. Et on croit beaucoup à ce modèle d'utilisation finalement des internautes comme un laboratoire d'études, d'une implication plus étroite et plus forte de l'internaute dans des réalisations concrètes de la marque et pas uniquement pour rigoler pendant 2 semaines sur Facebook et dire qu'on est une marque trendy. Ça c'est envoyé. Hop. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir fait un petit peu. Merci à vous. On pourrait raconter des tonnes de trucs sur My Photo Agency. On va suivre. Mais on va vous suivre. Aller dessus, et puis même commencer à participer soi-même lorsqu'on est photographe et qu'on a des photos à partager. Il y a vraiment des trucs superbes. Vous en avez vu quelques-uns d'ailleurs pendant qu'on discutait. Il y a vraiment des photos absolument somptueuses qui sont proposées, notamment sur ces toiles. Pas trop cher, c'est comme les bons vins, il faut les acheter au début, sinon après ça coûte beaucoup plus cher. Donc, c'est exactement ça. Allez-y. Imagine que tu tombes sur My Photo Agency sur ce que sera le baiser de l'hôtel de ville de 2042. Évidemment. Voilà. Évidemment. Les 30 exemplaires. Et il y est sûrement, mais il faut chercher. Faut chercher un petit peu. un peu. Le nouveau Douaneau. Mais non, Julien va nous dire, mais ça n'a aucun intérêt de trouver le nouveau Douaneau, pas plus que le nouveau Jean-Michel Larquet, on s'en fout complètement. Non, là, c'est pas pareil. Merci beaucoup, Sarah. Tiens, on va aller faire un tour du côté de Palo Alto. Dans un instant ? Bah tiens, on va y aller là. Allez. Juste après qu'on regarde quand même quelques images de ce que fait ce garçon qu'on va rejoindre à Palo Alto. Ilan Beacera, c'est le patron de Productive. Productive, c'était à New York au départ, une boîte française avec des Français qui a été rachetée par une grosse boîte Jive qui se trouve dans la Silicon Valley. Et Productive, c'est un gros succès. Et Ilan, c'est un grand connaisseur de tout ce qui se passe sur le marché américain. Quelques secondes de Productive et on se retrouve juste après. Collaboration is awesome, but with all of your people, it's hard to organize.
I mean, tasks are delegated in conversations, emails, calendars, archived emails, whiteboards, post-its, notebooks, everywhere. They're impossible to keep track of. People have to go out of their way to check in. They're having the same conversations over and over, and deadlines are always getting missed. Maybe you need a task management system. Well, how about this guy? He looks like he can rally the troops. But it turns out he's a little power hungry. In no time at all, he's all up in your workflow, adding unnecessary steps to every process, refusing to work on all your devices, and keeping everyone chained to their desks. Yeah, that task manager has turned into a task master. If only there was a powerful system that wasn't so nasty. Well, there is. Introducing Productive. Productive is task management software designed with simplicity in mind. But don't be fooled, he's got all the muscle of those deluxe systems and then some. Yeah, he can manage hundreds of people across all your departments and is full of tools to help you organize multiple teams, delegate all necessary tasks, and track progress, all in a way that fits seamlessly into everyone's current workflow. You'll hardly know he's there. And since he works on all your devices, Productive makes collaboration possible from anywhere. Yep, Productive makes you productive. Go figure. Find out for yourself. Go to productive.com to register for free today. Ce qu'on vient de voir là, c'est donc un petit moment de Productive, une animation autour de Productive. Productive, ça a été créé à New York. Et depuis, la société, avec beaucoup de Français, notamment à sa tête, mais même à l'intérieur, s'est un peu déplacée, elle a traversé les États-Unis. C'est une histoire, Ilan, qui est assez impressionnante quand même, d'aller créer une start-up, là, il y a combien, 7-8 ans à New York, de faire grossir cette start-up, de devenir important sur le marché du web et sur les outils de productivité sur le marché américain, en tant que Français, et puis tout d'un coup de se faire racheter par une boîte américaine et d'aller tous déménager, c'est ce qui s'est passé, pour aller s'installer dans la Silicon Valley, à Palo Alto, précisément, où tu es depuis quelques mois maintenant. Exact. Écoute, c'est bien résumé. Ça a duré quand même 5 ans. Le démarrage de Productive, c'était en juillet 2008. Moi, j'étais à New York déjà depuis quelques années. Et puis, c'est vrai qu'on a insisté, on a persisté, on a amélioré Productive jour après jour, mois après mois. Puis ça a fini par payer. Et depuis 2011-2012, on est devenu clairement un des acteurs importants du task management, de la gestion de tâches. Et on a commencé à être repéré par les gros, dont Jive. Mais pas que d'ailleurs, il y a eu d'autres interventions de grosses boîtes américaines qui se disaient tiens, Productive, il se passe vraiment quelque chose, et après le choix s'est fait aussi sur un fit moral avec des gens aussi, et puis l'envie de partir là-bas, de participer à une aventure. En plus, tu as eu le choix, c'est quand même assez grandiose. Oui, on a eu, c'est vrai, le choix. Tu sais, c'est quand tu commences à avoir du succès aux États-Unis, en général, tu restes pas inaperçu et dans le marché de gestion de tâches, finalement, même s'il y a quand même pas mal de boîtes qui comptent, on faisait partie des seuls qui étaient rachetables parce que les autres soit avaient levé trop d'argent, soit appartenaient déjà à des grands groupes. Donc on était dans une super situation en 2012 et on a rejoint Jive parce que c'était de loin le meilleur fit humain. Donc ça dit que toute l'équipe est partie, vous avez tous déménagé, et il y a quasiment que des Français dans cette équipe-là, et vous êtes tous partis de l'autre côté des États-Unis. 100% de Français. Ouais, en fait, moi ma technique c'était de recruter des ingénieurs en France et de les emmener aux États-Unis et de leur proposer de rejoindre l'aventure Productive, et ça a très bien marché pour nous parce qu'on a des super ingénieurs en France et c'est très dur de recruter des ingénieurs à New York. Donc effectivement, tout le monde a rejoint Jive sans exception à Palo Alto. C'est étonnant quand même que sur un service aussi indispensable, hein, finalement, y avait un tel manque à combler. Parce que c'est ça, même moi je suis devenu utilisateur de Productive il y a 2 ans à peu près. Écoute, ce qui est marrant, c'est que quand on a lancé Productive, donc en 2008, c'est un marché ultra saturé. Et justement, moi, ce qui m'intéressait, c'est que le marché était saturé, mais il n'y avait pas vraiment de gagnants, il n'y avait pas de leader sur ce marché, et c'était le début du mobile. En 2008, l'App Store se lançait à peine sur iPhone, et changeait tout, et positionné donc sur la disruption de ce marché, et c'est ça qui a fini par payer après quelques années. Et aujourd'hui, on voit cette même disruption dans le software, dans plein d'autres
domaines comme le calendrier, l'email, etc. Et nous, on a fait partie de ceux qui ont disrupté le task management. Mais il fallait le réinventer. On sent le français installé aux États-Unis. Il y a beaucoup de mots anglais quand même dans certaines phrases. Oui, de temps en temps, il cherche un petit peu, mais c'est un petit peu normal quand même. Mais ceci dit, je pense que son anglais est meilleur que celui de pas mal de Français installés là-bas, y compris depuis quelques années. Parce qu'il y a quand même des Français qui arrivent à faire des carrières absolument colossales aux États-Unis avec des accents à couper au couteau. C'est toujours assez marrant. On a une capacité à ne pas manger la langue dans laquelle on se met, qui est assez colossale lorsqu'on est français. Quand même une petite question, Ilan. Pourquoi New York? Pourquoi cette étape intermédiaire en fait? C'est une bonne question. Écoute, moi je suis arrivé aux États-Unis en 2004 et j'étais fasciné par New York, donc je suis arrivé à New York. Et puis j'ai travaillé pour plusieurs startups qui étaient toutes à New York. Je me suis marié, j'ai eu un premier enfant, et donc ça s'est fait naturellement. J'ai monté ma boîte à New York parce que j'y étais très bien personnellement. Et puis c'est vrai que pour le software, c'est mieux d'être dans la Silicon Valley, mais bon, voilà, on s'en est quand même malgré tout sorti, donc ça reste possible. Parce qu'il faut savoir qu'à New York, il y a une énorme communauté de Français déjà, et qui font des cartons là-bas. Il y a quelques histoires vraiment de gros succès à New York, et que c'est une ville aujourd'hui où il y a un déplacement finalement de la Silicon Valley qui est en train de se passer. C'est-à-dire que tu as quitté New York juste au moment où New York redevient super hype, comme on dit, dans le milieu des startups notamment. Il y a beaucoup de gros succès qui viennent de là-bas. Ouais. C'était pas le bon moment pour partir, mais en même temps, c'était le bon moment pour faire cette expérience-là, quoi. Écoute, je les ai beaucoup aidés, on arrivait là, donc maintenant j'ai fait mon travail, je pars, c'est tout. C'est très chic de ta part. Bon, dans une autre vie, on était ensemble souvent en train de discuter de l'actualité américaine, et on va continuer à le faire quand même un tout petit peu, on va pas se priver de ce plaisir-là dans Watch Up. Et il y a des choses qui t'ont marqué dans l'actualité récente, et notamment Tesla. Alors Tesla, faut dire ce que c'est. Alors c'est vroom vroom Tesla, un petit peu quand même. Alors Tesla, c'est vroom vroom. Je connais pas vraiment le statut de Tesla en France et en Europe. Je sais pas si les gens connaissent Tesla. Quelques initiés qui rêvent de ça en fait. Ouais, c'est ça, c'est surtout les initiés. Et pour moi, c'était aussi les initiés aux États-Unis, avant que j'arrive dans la Silicon Valley. Et Tesla, donc, c'est une marque de voiture entièrement électrique. Des bombes, attention. Écoute, avant d'arriver ici, je comprenais pas trop le... Pardon ? C'est des bombes, ça va à une vitesse colossale, les Tesla. C'est pas des Ligier, quoi. Non. Et bon. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Et écoute, avant d'arriver ici, je pensais pas, je pensais pas que Tesla allait avoir un énorme impact. Et c'est une boîte qui dépense énormément d'argent. Et j'avais peur de leur destin. Et en fait, ici, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de Tesla dans la rue, mais vraiment énormément. Et donc ça, c'était il y a 3 mois. Et il y en a de plus en plus. Et il y a 9 mois d'attente pour avoir le Tesla S, qui est le dernier modèle. Maintenant, ils viennent d'annoncer le nouveau 4x4 Tesla. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à observer le stock de Tesla. Donc quand je suis arrivé, il était à peu près... Tu dis l'action, pas le stock de voitures. Oui, pardon, l'action. C'est bien de rectifier de temps en temps quand même. Attention, on va te reprendre souvent. Non, mais écoute, c'est faire. C'est des voitures avec toutes les options, en fait, tu vois. C'est ça. Donc voilà. Et donc l'action Tesla, alors. Il y a 3 mois, et l'action Tesla, et elle vient de passer les $100. Donc c'est une croissance absolument phénoménale de l'action. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit tout simplement que Tesla est une vraie entreprise solide, puisqu'ils viennent d'annoncer des résultats. Leurs résultats, là, il y a à peu près 2 semaines, et ils viennent de passer la barre des profits. Donc ce qui commence à devenir qui peut se payer ça, franchement ? À part des gens riches comme toi, maintenant. Une action ou une voiture, c'est ça ? Qui peut s'offrir une Tesla ? Ça vaut un œil, ça. Écoute, ça vaut entre 60 000 et 120 000 $ pour la toute option. Donc ouais, c'est assez cher, mais bon, dans la Silicon Valley, comme tu peux l'imaginer, oui, y a c'est pas un problème fortune, pour beaucoup de monde. C'est donc un paquet de cigarettes de Mark Zuckerberg, une Tesla à peu près. Un mot de ce qui a été quand même l'actualité de ces derniers jours aux États-Unis, c'est la renaissance de Yahoo sous l'impulsion de Marissa Mayer, qui veut absolument que ça redevienne un média majeur, un espace majeur. Et l'achat de Tumblr a été un peu imaginé au départ, mais enfin 1,1 milliard, c'est-à-dire ça fait, on ne sait même plus, de dollars en l'occurrence, pour 1,1 milliard, c'est absolument énorme. Qu'est-ce qui a été dit aux États-Unis sur ce rachat de cette plateforme de blog à un prix aussi délirant, et de Marissa Mayer qui a promis qu'elle ne casserait pas le jouet?
Parce que beaucoup de gens pensaient qu'évidemment, quand Yahoo met les pieds quelque part, en général, il y a de la porcelaine qui tombe. Je sais pas de quoi tu parles. Non. Écoute, moi j'ai envie de dire déjà, Marissa, elle en a, clairement. Bon, elle en a. De l'argent. Voilà. Il n'y a pas que de l'argent sur ce coup-là. Parce que là, franchement, ça fait plusieurs acquisitions qu'elle fait. Là, clairement, c'est la plus grosse de très très loin. En fait, ce que Yahoo cherchait depuis longtemps, c'est l'acquisition qui allait les rendre à nouveau crédibles, qui allait les ramener sur le terrain des jeunes et finalement de rendre leur marque à nouveau branchée. Et je crois qu'elles commencent à y arriver. Bon, en tout cas, encore une fois, leur action, elle monte. Et c'est ça qui compte quand on est une boîte publique. Quand on est une boîte publique, on veut simplement augmenter la valeur pour ses actionnaires. Et c'est ce qu'elle a réussi à faire pour le moment. On va voir ce que ça devient Tumblr, mais en tout cas, Tumblr peut être le YouTube de Yahoo ou l'Instagram de Facebook. En tout cas, c'est ce que tout le monde pense. Moi, j'y crois et en tout cas, je crois en elle. Enfin, c'est un petit peu comme si France Télévisions, tout d'un coup, rachetait, je sais pas, une chaîne de gaming, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un décalage des publics, et c'est ce qui intéresse Yahoo, évidemment, qui est un public qui est vieillissant, d'aller taper les jeunes qui s'intéressent vraiment à Tumblr. Ouais, écoute, d'ici en tout cas, je trouve que Yahoo n'est pas forcément cette marque si vieillissante. Il faut pas oublier que Yahoo Mail, par exemple, qui est un des services phares de Yahoo, reste le premier webmail dans le monde et de très loin devant Gmail. Donc ils ont encore tous ces services qui... Oui, ça m'étonne, je sais pas, tu vois. Comme ça, bien évidemment, aux États-Unis, Yahoo reste très fort au niveau du mail. Ouais. C'est comme si tu me disais qu'AOL était toujours numéro 1, tu vois, c'est un peu pareil. Ouais, ça paraît bizarre, mais ils ont encore tous ces services qui sont loin devant. C'était bien la OL. Bon, un mot de Pass. Pass, c'est le chemin PATH. En fait, c'est une application mobile qui connaît quand même un joli succès. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une actualité autour de Pass récemment ? Écoute, Pass, alors on ne sait pas trop l'expliquer, même si on imagine qu'il y a de la pub derrière, mais en tout cas, ils ont eu une croissance assez phénoménale ces dernières semaines. Et ils sont restés d'ailleurs à la tête de l'App Store pendant quelques semaines. Et aujourd'hui, Pass, c'est plus de 10 millions d'utilisateurs. Perso, je suis un grand fan de Pass. Je trouve que c'est un peu l'anti-Facebook. Et j'aime les deux, d'ailleurs. J'aime aussi Facebook. Mais le gros avantage de Pass, c'est qu'on a un nombre limité d'amis. Et que du coup, on choisit vraiment les gens avec qui on veut partager des choses plus intimes. Donc moi, personnellement, je partage pas vraiment de photos de ma famille sur Facebook parce que je trouve que c'est vu par trop de monde. Je le fais volontairement sur Pass et j'ai des discussions beaucoup plus sympas et j'interagis beaucoup plus sur Pass que sur Facebook dernièrement. Ça fait déjà un an, mais dernièrement, on voit que le produit est en train de prendre de l'ampleur. Et je pense qu'ils ont une vraie place dans le marché des réseaux sociaux, qui est en train de se prouver avec leur acquisition d'utilisateurs assez massifs. En tout cas, c'est en train de montrer, Pass et aussi Tumblr, que la déception qui est en train de grossir autour de Facebook crée des véritables niches qui deviennent plus que des niches autour, parce qu'on en a marre, surtout aux États-Unis, surtout chez les jeunes, de ce qui se passe sur Facebook. Je suis un petit peu déçu, là, t'as remarqué l'image ? Il manque quelque chose quand même, tu vois pas, non ? Il manque des lunettes. Comment est-ce qu'on peut parler de la Silicon Valley sérieusement aujourd'hui sans les Google Glasses, là, franchement, ça fait pas sérieux. N'importe qui là-bas a ses Google Glasses sur le nez. Et sa Tesla. Sa Tesla dans le garage. Écoute, j'ai ni l'un ni l'autre. C'est la honte, vraiment, Ilan, je m'excuse. Il va réparer ça. Tu peux repartir à New York, je crois. Ah ouais, mais écoute, dans les deux cas, il y a 9 mois d'attente, donc on fait ce qu'on peut aussi. Les Google Glass sont effectivement arrivés aux États-Unis. Ils ont eu un programme qui s'appelle le Google Glass Explorer, donc ils ont vendu, c'était pas donné, mais vendu pour $1,500 par paire, à peu près 8000 paires de Google Glass qui commencent à arriver. Mais bon, effectivement, on a déjà vu beaucoup de photos c'est ce qu'on appelle les glass soul. Ici, donc un mix de glace et asshole. Glass hole. Les glass. Jeu de mots, c'est. Prenez un dictionnaire anglais, si vous ne comprenez pas, vous allez voir, c'est bien. C'est une belle insulte en anglais. Donc, comme les gens qui portent ces Google Glass ont un air un petit peu stupide, voilà, on les appelle les glass holes maintenant. D'accord. Bon. Voilà.
Il y a des gens qui les envient, mais... Du moment. Donc on a bien compris qu'a priori, Donc, tu allais donc pas voilà, claquer 1500$ pour avoir ça. Ah, tiens, on a perdu Ilan, j'ai l'impression. On a déjà eu un bon petit moment avec Ilan, Oui, qu'on va retrouver. Oui, on va le retrouver régulièrement. plus que régulièrement, Ilan, Ouais. parce qu'il nous donnera des informations les plus fraîches possibles des États-Unis. C'est une des bonnes nouvelles de cette première de Google Watch Up. Glass, informations fraîches. Ah ouais, j'aime beaucoup. Jeu de mots. Allez, on passe à autre chose. Ah oui, vaut mieux. Tout de suite la suite, comme on disait ailleurs. C'est la suite de Watch Up. Ah oui, après ce petit tour ben dans oui. la Silicon Valley quand même avec Ilan. D'ailleurs, on a parlé avec Ilan du rachat de Tumblr par Yahoo, quand même une grosse actualité internationale. 1,1 milliard, c'est quand même absolument énorme. Et on va continuer à parler un tout petit peu de ça sous un autre angle, enfin l'angle analytique de l'expert des médias qui est Julien Jacob, qui est avec nous depuis le début et qu'on remercie de sa patience infinie dans ces événements Skype. Fondateur de Média 2. Quels événements Skype? Tu dis n'importe quoi, Bertrand. Tout se passe très très bien. On est bien. C'est absolument la perfection. Il a été DG de CBS Interactive, donc c'était CNET à l'époque. D'ailleurs, je travaillais moi pour CNET en partie, donc c'est là qu'on s'est connus d'ailleurs avec Julien il y a quelques années. DGA du groupe 01 et PDG de Newsring. Également, on va avoir l'occasion de parler de Newsring parce que Newsring, il y avait Webedia derrière. Et Webedia, c'est un groupe média absolument incroyable en France, qui n'est pas connu du grand public, c'est Pure People, c'est tout ce qui est déclinaison avec Pure dans le nom du site, et c'est un carton absolu en matière de bénéfices, il faut des bénéfices absolument incroyables. Et un mot quand même, Julien, de ce rachat de Tumblr par Yahoo, qu'on peut considérer comme étant deux médias, vraiment Yahoo et Tumblr évidemment, Yahoo voulant revenir justement dans la course médiatique profondément. Qu'est-ce qu'il faut en penser ça sur un terrain de grande manœuvre du côté du web ? Je crois que ce que ça montre, c'est en fait deux évolutions qui sont en train de se passer. La première, c'est le mobile, et la deuxième, c'est le changement profond de ce qu'on appelait la pub en ligne. Parce que aujourd'hui, on a sur le mobile, vous prenez lemonde.fr par exemple, il y a 50% de l'audience qui consulte sur le mobile. Facebook a vu une grosse partie de son audience aller sur le mobile. Et le problème, c'est que sur le mobile, il n'y a pas de pub. Enfin, il n'y a pas de modèle de pub. Les CPM, qui est le prix moyen, on va dire, enfin la monnaie d'échange de la pub en ligne, c'est vendu 10 fois moins cher sur le mobile que sur le web. Et donc, l'énorme problème pour Yahoo aujourd'hui et pour tous les éditeurs, c'est qu'est-ce qu'on fait sur le mobile. Et donc, c'est clair que Tumblr, c'est un coût à demande. La première, c'est que c'est une application qui était d'abord lancée sur le mobile et qui a une énorme consultation sur le mobile. Et évidemment, c'est lié, c'est une audience jeune, donc a priori, c'est l'audience de demain. Et la deuxième chose à voir derrière, c'est en fait ce que le buzzword dont tout le monde parle en ce moment aux États-Unis, qui est le native advertising. Le native advertising, c'est quoi? C'est en fait une pub inventée par Facebook et par Twitter, ce qu'on appelait les sponsors de posts ou les sponsors de tweets. C'est qu'en fait, la pub vient s'intégrer dans le flux, dans un flux de contenu qui est généralement pas celui d'un site média, parce qu'un site média va présenter une homepage qui va correspondre grosso modo à une première page d'un magazine ou d'un journal et qui bouge peu. Et donc il y a ce nouveau modèle qui est apparu aux États-Unis, donc sur les réseaux sociaux, qui avait des modèles de flux. Et que Forbes, The Atlantic, BuzzFeed sont en train de développer aux États-Unis. BuzzFeed, pour la petite histoire, fait quand même 40 millions de dollars de chiffre d'affaires en native advertising, a levé 40 millions de dollars et a à peu près l'audience du Huffington Post. Donc c'est à la fois des modèles qui marchent très bien en audience et qui ont réussi à inventer un nouveau modèle publicitaire, puisqu'en fait le constat sur la pub, et moi j'ai évangélisé en 1999 sur la pub en ligne en France, malheureusement c'est que ça calme. Non, mais malheureusement c'est que le modèle il marche pas. C'est que la pub, les sites ont eu tendance à faire un peu tampon dans tous les sens. La pub n'est pas vue, elle est assez peu efficace, que ce soit sur la performance ou que ce soit sur le saint graal de la pub qui est l'influence. Et en fait, ce modèle de native advertising est en train de vraiment révolutionner la pub, puisque c'est
entre ce qu'on appelle le brand content, donc du contenu de marque des annonceurs, et le public rédactionnel de l'époque, qui est en fait un contenu qui n'est pas produit par le média, mais qui est produit par la marque ou par une agence et qui est intégré dans du contenu média. Donc sur ces 2 points, mobile et native advertising, c'est un excellent move, on va dire, de la part de Yahoo, sachant que le chiffre annoncé de 1,1 milliard, attention, c'est le minimum que Tumblr a demandé. Facebook et Microsoft sont toujours dans la course. Ils n'ont rien signé avec Yahoo. Ils ont simplement dit on va rentrer en négociation exclusive avec Yahoo. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, Tumblr pourrait très bien dire ce sera 1,5 milliard et avec Facebook. Il faut savoir aussi que Tumblr, c'est vraiment le truc en vogue chez les jeunes. Il y a une enquête récente là, qui montre que sur les 15-24, c'est vraiment largement plébiscité et préféré à Facebook, et qu'il commence à y avoir une forme de petite désaffection intellectuelle, pas encore physique, de Facebook, et que Tumblr, qui est ni plus ni moins qu'une plateforme de blog extrêmement simple, profite de tout ça. Donc finalement, le blog qu'on croyait mort est en train de renaître de ses cendres sous la forme de Tumblr. Oui, alors c'est un peu différent du blog quand même. Je pense que d'ailleurs c'est lié au sujet avec Sarah tout à l'heure. C'est très tourné autour de l'image. Et je pense que c'est la différence essentielle de Tumblr avec tous les autres blogs, et notamment avec WordPress, c'est que le blog était tourné vers le texte. C'est vrai que quand on utilise Tumblr, alors c'est pas Instagram très clairement, mais c'est vraiment entre Instagram et WordPress. Et c'est vrai que les générations qui arrivent là sont des générations qui sont extrêmement tournées à la fois vers l'image et vers les réseaux sociaux. Et ce qu'a réussi à faire Tumblr, c'est un peu ce mix intelligent. Et sachant que Facebook de toute façon arrive un peu au maximum où quand on a tellement de contacts et tellement de bruit sur Facebook, le problème qui est créé aujourd'hui sur Facebook, c'est le bruit qu'on peut avoir dans son newsfeed. C'est d'ailleurs pour ça qu'il travaille beaucoup sur newsfeed. C'est vrai que Tumblr, on n'est pas encore là. Et puis il y a un deuxième usage, on sait bien, c'est aussi les contenus caractère pornographique, on va dire. Notamment, Yahoo a précisé qu'il n'enlèverait pas ces contenus. Parce qu'il y a un très fort usage de Tumblr sur les contenus, alors là pour le coup, interdits aux moins de 18 ans. Julien, il y a 2 sujets dont il faut qu'on parle qui sont dans l'actualité en fait des médias. Alors pour le coup, en France, il y a le rachat de Webedia, qui est un groupe qui est très connu des gens du web, des professionnels du web, beaucoup moins du grand public, qui ne se soucie pas de ce qui se passe en arrière-cuisine et qui a bien raison d'ailleurs, mais par contre, il y a des audiences qui sont très fortes, notamment sur Pure People, mais sur toutes les déclinaisons de Pure, et Webedia a inventé un système publicitaire qui tient finalement au brand content beaucoup, on va dire ce que c'est des contenus de marque, en fait c'est le fameux public reportage à la sauce mode 2.0, c'est les vieilles recettes, mais en tout cas avec ces recettes-là, ils font plus de 6 millions de bénéfices consolidés chaque année, ce qui est absolument incroyable aujourd'hui dans l'univers médiatique, et Webedia vient d'être acheté. Est-ce que ça annonce quelque chose de fort, sachant que Webedia c'était entre autres Newsring, et que Newsring vous avez été le DG Newsring, donc vous connaissez bien le groupe. Un petit peu concerné, Julien. Oui, alors donc un petit disclaimer. Donc en fait, on a lancé Ring Media, qui était la société avec effectivement Cédric Ciré et Guillaume Multrier, qui sont les 2 fondateurs de Webedia. Donc je les connais bien. C'est vrai que c'est ce qui est étonnant dans cette histoire, dans cette success story, parce que quand j'ai rencontré Cédric Ciré il y a 4 ans, il m'a raconté une histoire. C'est exactement celle qu'il raconte aujourd'hui. 4 ans après, ils ont fait exactement ce qu'ils voulaient faire. Et en ça, c'est assez remarquable, parce qu'on parle souvent des gens qui pivotent, souvent des gens qui changent de modèle, et c'est vrai qu'il faut changer de modèle, mais eux, ils ont juste vu 2 trous dans la raquette, et ils ont recousu les trous de manière absolument exemplaire. Le premier trou, c'était que dans le féminin, le people était là où il y avait le plus de trafic, et que les marques traditionnelles n'étaient pas encore là, et qu'elles n'y arriveraient pas, et qu'ils iraient plus vite qu'eux, plus fort, plus haut, plus grand. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc aujourd'hui, ils ont 10 millions de visiteurs uniques, c'est-à-dire que, alors que ce soit en croissance organique ou en croissance externe, mais ils sont au niveau de haut féminin en France. En 4 ans, c'est une performance absolument incroyable. Et le deuxième modèle dans lequel ils ont vu un trou dans la raquette, c'est effectivement ce dont tu parlais, Bertrand, c'est les opérations spéciales, le brand content,
qui est d'offrir en fait aux marques la possibilité de devenir des médias et de créer du contenu. Alors, on résume parfois ça sur du publi rédactionnel. Chez Webedia, c'est beaucoup plus complexe que ça va ça. beaucoup plus loin. C'est vraiment ça va sur beaucoup plus loin. mesure totale et c'est bien fait. Voilà. Et en ça, d'ailleurs, pour rebondir sur ce qu'on disait sur le marché publicitaire tout à l'heure, le problème de la vente au CPM classique, c'est ce que les Américains appellent le programmatic advertising, c'est-à-dire que ce qui était vendu par des commerciaux jusqu'à maintenant va être vendu par des ordinateurs. On a exactement ce qui s'est passé dans la bourse dans les années 90, c'est que c'est des ordinateurs qui tradent avec des ordinateurs. Et Cédric Siré l'a très bien dit dans des interviews récemment en disant « Nous, on ne fera jamais de ad exchange et de tous ces nouveaux modèles publicitaires puisque ça, c'est des machines qui le font et nous, on fait que de l'humain. » Donc ça montre bien qu'ils sont sur un programme publicitaire à façon qui va mélanger un bout de réseau social, un bout de création de contenu, un bout de création d'audience à partir de leurs différentes propriétés, etc. Donc c'est effectivement une belle histoire. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que soit il pouvait être acheté par un industriel, mais il commençait à devenir tellement gros qu'il n'y a plus tellement d'industriels en France qui pouvaient se les payer, entre guillemets. Ce qui arrivait au féminin, par exemple, c'est les Allemands qui ont racheté au féminin, parce que c'était déjà une valorisation qui était supérieure à ce que les groupes français pouvaient se... On n'entend plus Julien. C'est quand même dérangeant. Là, on parle des Allemands et ça coupe. C'est quand même curieux. C'est incroyable quand même. Ah, Julien, non. Est-ce que vous nous entendez, vous? Ouais. Et nous aussi. On vous entend donc aussi. on peut continuer, c'est bien. Il suffisait simplement de vouloir. Vouloir, c'est pouvoir. Voilà. Je ne sais pas qui a dit ça, mais ça marche même en matière de technologie. Est-ce que ça a coupé? Ouais, quand on parlait d'argent, je pense, non? Oui, ça doit être ça. Oui. On était en petite coupure, en fait. Elle est pas mal, Elle est pas mal. Ouais, je la ressortirai, celle-là. On la coupera pas au montage. Bon, alors. Trop cher pour un industriel, ça veut dire combien? Parce que on voit qu'aux US, on dépense facilement $1 milliard pour acheter une boîte. Oui, non, là, on n'est pas dans les mêmes... On n'est pas dans ces eaux-là, d'accord, mais... Non. Le prix qui circule, alors là, pour le coup, j'enlève mon disclaimer, puisque c'est absolument pas ce que j'ai pu avoir, une information qui vient de chez eux. On a parlé de 70 millions d'euros. Ouais, qui était la valorisation globale. Quand on fait 6 millions d'euros de bénéfices, 70 millions, c'est un bon rendement. Ouais. C'est un rendement même exceptionnel dans une période de crise. Hein. Non, mais quand on fait 6 millions, quand on voit la trajectoire qu'ils ont, parce que la valorisation, c'est les bénéfices futurs. Donc si on fait la trajectoire et on s'imagine qu'ils vont continuer comme ça, 70 millions, c'est pas indécent, au contraire. Il y a un autre groupe média, mais on n'aura pas le temps d'en parler cette fois-ci parce qu'on a encore des choses à dire, qui est vraiment en ligne de mire de pas mal de monde et qui commence à valoir vraiment son pesant de cacahuètes, c'est Melty. Melty qui est le groupe qui s'est imposé, alors là vraiment par la porte de derrière, tranquillement, face à tous les grands géants sur la cible jeune, et qui est aujourd'hui le média numéro 1 de très très loin sur le web, avec pareil des Melty déclinés dans tous les styles. Et c'est un gars qui s'appelle Alexandre Malch qui a créé ça, il est tout jeune, il est tout cool. Et pareil, en combien de temps? En l'espace de 2 ans. 2 ans, c'est devenu absolument incroyable. Et on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails, mais en fait, ils sont en train de réinventer totalement la façon de produire du contenu, de façon très très automatique, en analysant vraiment ce qui se passe sur le web, et en répondant à la demande en temps réel, en traquant globalement les mots de recherche sur Google. Et si les gens veulent à un moment précis du Justin Bieber par paquet de 12, ils sont capables de donner du Justin Bieber. C'est à peu près ça l'idée, et sur tous les secteurs, et c'est énorme ça. Mais le lien entre les deux, c'est que c'est ce qu'on appelle des pure players. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont démarré avec le web, et c'est pas une question d'âge, hein, parce que Cédric Siré est plus vieux qu'Alexandre Malch, mais c'est des gens qui ont démarré avec le web, donc ils ont le code génétique du web. Donc effectivement, avant de créer un contenu, ils se demandent s'il est voulu. Et une fois qu'ils ont produit le contenu, ils passent 50% du temps restant à le diffuser. Or, un éditeur classique va produire un contenu qu'il pense que les autres veulent, il va passer 95% de son temps à le produire et 5% à le diffuser. Ouais, c'est la version moderne du écrire pour son lecteur. Le lecteur, on l'analyse en temps réel, en fait, c'est ça. Ouais. Célèbre formation du CFJ, écrire pour être lu. Hein, c'est ça, hein.
Julien, il faut qu'on dise un petit mot quand même de ce qui est un événement. Ça faisait, je compte plus, 30 ans peut-être, quelque chose comme ça, peut-être même plus, 40 ans. 40 ans qu'il n'y avait pas eu un journal papier quotidien qui soit arrivé en France directement, là, enfin qui survive un peu parce que finalement... c'est le cas avec l'Opinion qui se veut un journal libéral, journal de pensée libérale et qui se veut, on a parlé de tout, un Mediapart de droite, enfin bref, on a mis tous les qualificatifs là-dessus. C'est Nicolas Bétou qui a créé ça, avec beaucoup d'argent d'ailleurs, et d'ailleurs on ne sait absolument pas de quel argent il s'agit peut-être en partie de l'argent de Xavier Niel, on parle de lui, et en tout cas de la bande qui a mis des billes dans le monde. Je ne sais pas si vous avez plus d'informations que nous, mais enfin c'est ce qui se dit. En tout cas, on ne sait pas qui finance, mais il y a beaucoup d'argent pour un projet qui est quand même assez étonnant, qui est à la fois dans les kiosques, dans un journal papier quotidien qui est livré à domicile, et puis web. On ne peut pas s'abonner à l'un sans avoir l'autre. C'est pas fromage ou dessert, là pour le coup, c'est menu complet à chaque fois. C'est assez bizarre, non ? Oui, alors après, ça montre une chose que ils ont levé donc Nicolas Bétou a levé 16 millions d'euros sur ce projet-là. Donc il a à peu près 3 ans de cash devant lui. Ça montre que pour démarrer un média, ça nécessite énormément d'investissement. Donc il n'y a pas vraiment de bizarrerie de ce côté-là. Webedia en tout a levé 10 millions d'euros pour en arriver là. Parce qu'on a oublié de dire tout à l'heure que Webedia a quand même levé 10 millions d'euros pour réaliser ce qu'il a réalisé là. Donc la surprise, elle n'est pas tellement dans le financement, parce que bon, avec le carnet d'adresses de Nicolas Bétou, voilà, ça doit être un peu plus facile que d'autres. En revanche, ce qui est surprenant, c'est effectivement d'avoir voulu réduire les coûts, puisque c'est ce que Nicolas Bétou explique, et n'avoir absolument pas innové sur le modèle économique. Donc on aurait imaginé un mix web-papier un peu différent, avec... on parle beaucoup de paywall aux États-Unis, on parle de freemium, il y a plein de modèles dans le contenu, dans la vente de contenu qui arrive. Il y a la syndication de contenu pour les professionnels, que Nicolas Bétou, qui était patron des Échos, connaît très bien. Et ce qui est un peu étonnant, c'est qu'effectivement, de ce côté-là, il y a pas grand-chose qui arrive. Maintenant, je pense qu'ils se sont lancés extrêmement rapidement, et qu'ils ont la chance d'avoir suffisamment de cash pour réfléchir à ça après le lancement, et que je serais pas surpris qu'ils changent un certain nombre de choses, sachant que les ventes en kiosque sont visiblement très faibles. C'est pas très étonnant. Pas très étonnant. Pour l'instant, on parle de 22 000 exemplaires aux dernières nouvelles qui sont écoulés chaque jour, mais dans ces 22 000 exemplaires, il y a... Je vais mettre mon micro, ça marchera mieux avec mon micro. En fait, on parle de 22 000 exemplaires chaque jour qui sont écoulés, mais dans tout cela, il y a tout ce qu'on donne aux administrations, à Air France et compagnie, et tout ça, c'est pas payant. Il y a 10 000 numéros payants à peu près par jour, sur un objectif qui est à 50 000 à quelques années, donc c'est pas encore gagné, mais enfin, selon Nicolas Bétou, c'est dans les clous de ce qu'il attendait. On verra si un nouveau journal quotidien peut faire sa place en France. Il y a peu de journaux rentables à 20 000 exemplaires. Oui, c'est rare quand même. Un journal, surtout quotidien, à 20 000 exemplaires, c'est assez difficile. Non, mais attention, c'est pas un journal grand public. Des journaux en circulation contrôlée, comme on appelait ça dans le papier, c'est-à-dire des publications hyper ciblées, notamment vu le positionnement qui s'adresserait à des PDG d'entreprises du CAC 40, etc. Et c'est là où moi je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas eu de choses qui soient faites là-dessus, parce que faire payer des gens comme ça 5 000, 6 000 ou 7 000 euros par an pour une publication, pour le coup très ciblée, tirée à 10 000 exemplaires, ça c'est des modèles qui ont toujours existé. Ce qui est un peu bizarre, c'est d'être parti en kiosque, qui coûte très cher en mise en place, qui coûte très cher en papier, qui part... et on a vendu. Et on a vendu, voilà. Et que moi, les chiffres que j'ai entendus, c'est plus aux alentours de 6 000, et surtout, c'est extrêmement concentré sur Paris. Donc là, c'est vrai que c'est pas... Mais maintenant, je pense qu'il est quand même un peu trop tôt. Il a une semaine et demie. C'est un peu trop tôt pour tirer une conclusion, mais on verra leur capacité à réagir et à pivoter pour le coup, parce que là, je pense qu'il y a un petit pivot qui est quand même nécessaire. En général,
En général, on vend plus du numéro 1 que du numéro 2. Alors, c'est pas très bon Alors pour que le numéro pour 2. Watch Up, là, on est en train de faire le numéro 1 qui s'achève d'ailleurs, mais le numéro 2, ce sera encore plus exceptionnel. Là, je tease déjà. Évidemment. Parce qu'on s'est donné 1 heure au départ, j'ai l'impression qu'on est en train d'exploser Voilà. le timing, donc il va falloir qu'on cesse tout ça. Merci beaucoup, Julien, d'être intervenu, de cette patience tout au long de cette émission et d'être intervenu aussi sur les sujets des autres. Et puis merci à Sarah, qui est toujours avec nous. On n'a pas eu l'occasion de lui faire dire un petit mot sur cette partie média. On aura juste bénéficié sur la fin de l'émission de sa jolie présence dans cet écran-là. Hop. Merci Sarah. Merci Julien, merci Sarah. À très très bientôt dans Watch Up. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Watch Up. Ce sera numéro 2. Merci à vous de votre fidélité. Salut à tous et à bientôt sur Watch TV. Merci à vous. Au revoir.